J'habite à côté de Beauvais. Dis-le bien haut et fort parce que tu ne peux pas savoir le bonheur que ça me fait de savoir qu'on rattrape des gens et qu'on les remet à la lutte de notre côté. Par contre, Jean-Luc, oui. réinvestissez les boîtes parce que ça se barre chez Marine Le Pen. Je te le dis, moi je suis syndicaliste chez c'est une boîte de 1500. Eh bien on se bat les camarades. Non, mais lui aussi, il est très très intéressé. Chacun d'entre vous commence à regarder le voisin. Il est de la bonne couleur, il est de la bonne religion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas entraîner où on veut vous emmener. Quand vous entendez les paroles de haine, de division, de différence, ça ne mène nulle part. Ainsi, pour paraphraser Léopold Sédar Senghor, les ouvriers se tromperaient-ils de colère, puisque c'est ça dont il s'agit. Combien de pourcentage d'ouvriers, d'après les sondages, veulent voter Marine Le Pen? D'abord, en ce moment, François Hollande est en train de passer devant Marine Le Pen. On ne le dit pas assez. Le premier parti, c'est l'abstention. Ensuite, ça se passe entre Hollande et Marine Le Pen. C'est vrai que c'est étonnant de voir que le Front de gauche a du mal, qui défend a priori plus les intérêts des classes populaires que le Front National, qui n'a jamais défendu les classes populaires. Vraiment, c'est un discours tout à fait récent et relativement artificiel. Mais ça prolonge le débat qu'a lancé Yvan Rieufol. Qui a bien fait de lancer Yvan Rieufol. Mais qui est quand même un peu... c'est quand même inouï qu'on en soit toujours à cette caricature d'une gauche relativiste, qu'a lancé aussi Claude Guéant, alors que la gauche, incarnée par Jean-Luc Mélenchon et même par François Hollande, est une gauche républicaine, est une gauche laïque. Donc la vraie question, c'est est-ce que tant qu'on n'a pas prononcé les mots de civilisation et tant qu'on n'a pas pointé une religion du doigt, est-ce que c'est un déni des problèmes ou est-ce qu'on veut bien nommer les problèmes? Et en parlant de bien nommer les problèmes, moi j'ai vraiment une question pour Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que la reconquête, notamment des esprits pour les remettre dans une lutte constructive, passe par une précision des mots qu'on emploie. Exemple Exemple, le mot système, qui est aujourd'hui tellement à la mode, qui est un mot qui vient de l'extrême droite. Il faut arrêter ce mot système qui met dans un même paquet les traders, les spéculateurs, avec des gens qui sont simplement journalistes de gauche, de droite, et tous les politiques, quelles que soient leurs convictions, est un mot qui vient de l'extrême droite, avec toute sa mythologie derrière, toute sa fantasmagorie derrière, et qu'aujourd'hui on retrouve chez des gens qui votent pour vous aussi, Jean-Luc Mélenchon, qui l'utilisent peut-être en réalisant pas les amalgames qu'il y a derrière, et qu'on retrouve, cerise sur le gâteau, chez Nicolas Sarkozy, candidat de l'antisystème. Donc moi j'ai envie de vous demander, chez vous, votre adversaire, c'est qui? Chez vous, le système, ça veut dire quoi? Alors, bon, nous, on a construit notre bataille sur... C'est pour ça que j'étais si intéressé par votre propos. Votre propos. Nous avons construit une bataille culturelle. On n'est pas parti de l'idée qu'il y avait des patrimoines électoraux à se partager ou à se disputer. On est parti de l'idée que la masse du peuple français était désorientée et se réorienterait à partir de ses repères fondamentaux. Mais nous... Donc, je viens sur votre terrain. Le vocabulaire nous était jusque-là imposé. Il nous dominait. Moi, je n'ai jamais parlé d'antisystème. Ou si j'ai dû parler, c'est parce que ça m'a glissé des mots. Parce que je suis comme tout le monde. Je suis imprégné dans un bain de mots que je combats. Bon, il y avait des choses à faire rentrer dans le vocabulaire. Nous voulions reconstruire une latéralisation politique, comme on dit de manière un peu pédante. Parce que le clivage droite-gauche, qui a occupé toute ma vie, n'est pas le clivage qui parle aujourd'hui à la majorité des Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droite et qu'il n'y a pas de gauche. C'est que pour eux, pour beaucoup d'entre eux, ils ont tout mis dans le même sac. Pour la raison que, bon, tout ça, c'est pour eux, ils le vivent comme du pareil eux-mêmes. Donc, il faut proposer un repère. Moi, je suis d'accord avec vous, le mot système ne veut rien dire. C'est clair, je combats le capitalisme. Bon. Et j'ai bâti un univers de mots où nous sommes repartis du peuple comme catégorie politique, et pas une catégorie très marxiste, soit dit par parenthèse, le peuple, parce que ça part de l'idée qu'il y a un ensemble qui vit de son travail et qui est salarié, et qui est porteur d'un intérêt général qu'on oppose à ceux qui tiennent les intérêts particuliers, l'oligarchie. Pour être honnête, je pensais que le mot... Donc voilà le tableau que je présente, le peuple contre l'oligarchie. Et je pensais que le mot oligarchie aurait une meilleure carrière. Il ne l'a pas encore tout à fait, parce que plusieurs journalistes ont commencé à utiliser le mot oligarchie. On le fera entrer dans le vocabulaire. Donc, ce que fait Nicolas Sarkozy, qui lui aussi mène une bataille politique et qui est une bataille à contenu culturel. Je veux dire, il ne reste plus que 2-3 personnes qui n'ont pas compris ça. Lui, il essaye de coller à ce qu'il a senti, c'est-à-dire une masse qui considère que ce qu'elle voit ne lui appartient plus, qu'elle en est dépossédée, et il utilise un vocabulaire comme personne n'a osé le faire dans son premier discours. Ça va très loin ce qu'il raconte, c'est plus le référendum, c'est le plébiscite. Il dénonce les élites administratives, les élites médiatiques. C'est pas mon discours, ça.
Et il est en train de faire tout ce qui m'a été reproché et dont j'ai dû me défendre. Le populisme, mais, quoi. Mais non, mais il est au cœur du système, le candidat anti-système. Non, mais c'est pas non, mais recommencez pas, Moati. On vient de dire qu'il faut arrêter de parler de populisme parce que c'est la mélasse et vous recommencez. Mais non, je recommence. Des mots aussi, quand même, parce que sinon on ne peut plus parler. On peut parler malgré tout de populisme, on peut parler d'antisystème. Je suis désolé, le système ou l'antisystème, c'est pas simplement, c'est pas parce que c'est un mot d'extrême droite. On essaye d'être précis, c'est ça, voilà. Mais même le mot de civilisation. Et moi, je voudrais revenir quand même sur quelque chose, sur le thème de civilisation. C'est une critique que je vous fais, que je fais plus généralement à la gauche. Mon sentiment est que la gauche ne donne plus l'impression de croire en ses propres valeurs. Et j'en veux pour preuve précisément cette polémique sur la civilisation, où Claude Guéant a dit qu'il était préférable de défendre liberté, égalité, fraternité que la tyrannie. Or, vous avez vu la gauche qui n'a pas été capable de dire qu'effectivement c'était une évidence. Et c'est la deuxième chose qui me fait dire que la gauche, aujourd'hui, et ça me semble vraiment être au cœur du malaise d'ailleurs des progressistes, si on peut dire, c'est que la gauche également, face à la laïcité, quoi que vous en disiez, face à la séparation de l'Église et de l'État, face à la liberté d'expression, face à l'égalité entre l'homme et la femme, je trouve qu'il y a beaucoup de renoncement de la gauche, en règle générale, pas de Jean-Luc Mélenchon en particulier, beaucoup de renoncement de la gauche, en règle générale, qui ne veut pas affronter ce qui se voit comme le nez au milieu de la figure aujourd'hui, c'est-à-dire des tentatives de subversion du domaine public par une idéologie qui est issue d'une religion, l'islam radical, qui est aujourd'hui portée par une immigration de peuplement que l'on ne veut pas non plus aborder et qui est au cœur du malaise existentiel des Français qui ne se reconnaissent pas dans votre discours car vous n'abordez pas ces questions-là. Or, ce sont des questions qui sont dans toutes les conversations. Et je pense que si vous n'allez pas davantage dans les sondages qui pourraient naturellement vous porter, même si je suis tout à fait en désaccord, si je suis en désaccord avec votre analyse sur la crise du capitalisme, c'est pas la crise du capitalisme, pour moi c'est la crise de la social-démocratie, mais enfin c'est une autre affaire. Mais je pense que vous manquez de courage, vous et vos amis de gauche, vous manquez de courage pour vous confronter aux réalités, car nous assistons aujourd'hui à une sorte de coup d'état des réalités, dans le fond, qui balaye toutes les idéologies. Vous ne parlez pas assez de l'islam, quoi. En gros, vous avez parlé de l'islam. Non, mais si, c'est ça que vous dites. De l'islam radical. Je crois que vous ne nous connaissez pas. L'islam radical. Vous ne nous connaissez pas, et vous-même, vous seriez vite pris en défaut si j'allongeais l'avantage que je vais prendre sur vous. Vous êtes donc pour l'abolition du concordat, comme moi. Non, moi pas. Non, c'est curieux. Là, parce que réellement, je suis pour le respect de. Je voudrais qu'on demande. Je voudrais que l'on demande leur avis aux peuples qui sont concernés. Voilà, quelle est ma position. Quel peuple? C'est le peuple français en Alsace-Lorraine. Oui, mais en l'occurrence, à ceux qui habitent en Alsace, c'est un héritage historique. Et donc, je pense que c'est à eux de l'héritage historique de quoi, cher ami? Parce que c'est l'héritage historique de deux défaites. S'ils sont attachés à cela, qu'ils le gardent. C'est ce que. Attendez. Non, mais voilà, je viens de mettre le doigt sur des contradictions. Non, mais le concordat n'est pas au cœur de nos préoccupations. Franchement, c'est pas ça. Mais pas au cœur des vôtres, mais au cœur des miennes, si. Car moi, dans ce cas-là, vous vous trompez de sujet. C'est bien ce que je dis. Mais attendez, je crois à l'unité et l'indivisibilité de la République française. Ce n'est pas une affaire de frontières, c'est une affaire de champ d'application de la loi. La loi, la même pour tous. Les libéraux, eux, rêvent d'une loi en petits morceaux. Alors ici, pourquoi je m'attache à cette histoire de concordat? Parce que c'en est une cristallisation, c'est pas une affaire religieuse. C'est qu'au nom du fait qu'il peut y avoir des lois dérogatoires de la loi générale, ici, il peut y en avoir d'autres ailleurs, sur le code du travail, sur ceci, sur cela, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je viens de vous prendre en défaut sur le fait d'une obsession que vous avez sur la question de l'islam. Et je vais vous répondre. Écoutez-moi, je vais vous répondre sur l'islam et après je veux qu'on vienne sur le mot civilisation, fût-ce un instant, sur l'islam. Mais voici ce que j'affirme. Il n'y a pas de problème avec l'islam en France, pas davantage qu'il y en a avec une quelconque religion. Il y a un problème avec des énergumènes fondamentalistes, mais il y en a dans toutes les religions. Vous avez aujourd'hui des gens qui font des prières dans la rue, c'est un problème de circulation, c'est pas un problème de laïcité. Il y a non seulement des musulmans qui s'y trouvent à faire la prière dans la rue, ce qui est contraire à l'esprit de leur religion, mais vous avez aussi des catholiques qui sont dans la rue en train de faire des prières en face des centres IVG. Figurez-vous, cher monsieur, que ça me choque tout autant, et que moi je tiens la balance égale. L'interpellation que vous me faites, vous auriez dû la faire à Montaigne, vous auriez dû la faire à tous ceux qui, au cœur des guerres de religion, au lieu d'entrer dans la guerre de religion, pour être d'un côté ou de l'autre, disaient, écoutez, vous nous saoulez avec ça. Le roi est le roi de tous ces sujets. Navarre peut être le roi de France, vous voyez, je m'en vais dans l'histoire ancienne. Peut-être le roi de France, quoi qu'il soit protestant, parce qu'il est le roi de tous les sujets. Et c'est par l'autonomie du sujet politique que le camp des Lumières a tracé un chemin qui sort de cette confrontation, mais abominable, où nous devons nous regarder comme étant les tenants d'une religion. Moi, quand je vois quelqu'un, je ne sais pas qui vous êtes, je vous vois comme un concitoyen, comme un compatriote. Je me fiche de savoir quelle est votre religion. Vous êtes un homme de droite, vous défendez vos idées.
je ferai tout ce que je peux pour qu'on ne vous empêche pas de le faire. Hein. Je pense que vous feriez pareil pour moi, car vous êtes aussi un démocrate et un républicain. Mais restons sur ce terrain. Et il nous suffit de cela. Maintenant, sur le mot civilisation, vous êtes un intellectuel. Ne jouez pas à faire semblant de ne pas savoir ce que vous savez. Le mot civilisation vient d'un manuel politique de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui part de l'idée, pour justifier la domination des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, il part de l'idée qu'il y a des civilisations qui sont à bord comme ça, tranchées, et qu'il y a un choc entre elles. Et que quand ils décrivent le mot civilisation, ils disent une civilisation, c'est une culture c'est une religion. Et Guéant joue des mots pour mélanger civilisation et régime politique. Nous, la gauche, écoutez-moi bien, nous n'avons jamais été relativistes. C'est bien ce qui vous reste en travers de la gorge à vous, les réactionnaires. Nous proclamons qu'au-dessus de tout régime, de toute constitution politique, il y a l'égalité fondamentale des êtres humains et les droits de l'homme qui sont universels. Donc nous sommes le camp qui n'a jamais été relativiste. Et on nous a, pendant 2 siècles, assommés avec des différences qui, paraît-il, permettaient... Et là, vous venez de le faire à l'instant. Les gens, localement, ils trouvent ça très bien, le concordat, qu'ils fassent. Alors là-bas, ils trouvent très bien l'excision, qu'ils la fassent. Là-bas, ils trouvent très bien de prier dans la rue. Mais excusez-moi, mais c'est trop facile. D'abord, sur le terme de civilisation, je vous ferai remarquer que le Parti socialiste lui-même, dans son programme, disait vouloir changer de civilisation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc vous prenez les mots quand ça vous arrange ou pas. Mais je voudrais revenir à l'islam, parce que moi, je n'admets pas ces manières de dire que je suis obsédé par l'islam. Je ne vous parle pas de l'islam en tant que religion, vous l'avez bien compris. Je vous parle de l'islam en tant que système politique. Et je trouve qu'il est vraiment très révélateur de votre part de ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui et que vivent... Mais qui vous a dit que je ne le vois pas? Vous m'avez dit que c'était tout à fait marginal. Vous m'avez dit que c'était tout à fait marginal. Or, c'est une idéologie qui entre en totale contradiction avec ce que vous devriez défendre. Vous ne comprenez rien à la psychologie de la masse de nos concitoyens musulmans qui n'ont aucune envie. Vous voulez nous faire comprendre que ce n'est pas un problème, et je vous dis que c'est un problème. Et encore une fois, j'essaye de vous faire comprendre la manière de le régler. Je ne parle pas de l'islam, encore une fois. Faut-il le répéter 15 fois? Je vous parle de l'islam radical, c'est-à-dire de cette idéologie qui est en contradiction totale avec les règles que vous devriez défendre et que vous ne défendez plus. Ici de l'islam radical. Si, vous devenez partisan dans la mesure où vous ne voulez pas le regarder. Oui, mais juste parce que c'est quand même un débat de fond juste important, c'est-à-dire que quand vous dites, Yvan Rieufol, que la gauche est relativiste dans son ensemble, alors qu'il y a une gauche qui n'est pas relativiste, qui combat la crise du multiculturalisme et qui combat l'intégrisme, sauf que quand la gauche est laïque, à partir du moment où elle est toujours de gauche, c'est-à-dire qu'elle refuse les amalgames essentialistes et civilisationnels, elle est vécue comme non laïque. Ça, c'est profondément de la malhonnêteté intellectuelle, mais pour juste avancer sur la précision des mots. Si, vraiment. Sur la question du populisme... mais ne tombez pas dans l'injure non plus. Sur la question du populisme, pour le coup, et là, je suis vraiment... pour le coup, pas d'accord avec vous, Jean-Luc Mélenchon, parce que je comprends bien qu'on vous l'a opposé de façon peut-être abusive et que donc, du coup, vous ne supportiez pas qu'on l'utilise, mais le populisme, ça existe. Et je prends un exemple où, pour le coup, vous serez peut-être plus d'accord. Quand on fait un référendum sur les chômeurs, si c'est pas du populisme, ça y ressemble fortement. Donc, est-ce que ça existe? Mais attendez, on va pas se battre pour des mots, j'adorerais ça, hein, mais... oui, mais les mots sont au cœur mais de non, tout, mais là. vous avez commencé par poser un mot et l'attribuer à un comportement. Mais alors vous êtes capable, vous, Caroline... Mais attendez, je suis aussi un intellectuel comme vous. Oui. Le populisme ne veut rien dire. Il y a une phénoménologie du populisme, c'est-à-dire qu'on a qualifié de populiste le régime de Péronne. On qualifie de populiste le régime d'Orban. Les deux n'ont rien à voir. Le mot, écoutez-moi, le contenu de l'injure populiste, il y avait un prix communiste de la littérature populiste. Pourquoi utilise-t-on le mot populisme? Parce qu'il y a un arrière-plan qui est de dire le peuple ne peut avoir que des instincts bas et vils. Voilà ce que veut dire l'usage du mot populisme. Alors on colle populisme à tout ce qui semble être populaire parce que le peuple ne peut être que bas et vil. Voilà, Caroline Fourest, vous êtes une intellectuelle que j'admire. De grâce, pas vous, quoi. N'allez pas rentrer dans cette logique-là. Un référendum sur les chômeurs, c'est quoi? C'est de la démagogie de quelqu'un qui vient de prendre un tournant dont personne ne parle à travers un seul discours. Il s'est mis dans une posture... Sarkozy. Mais oui, Nicolas Sarkozy a fait un choix de campagne absolument incroyable. Et je suis stupéfait de voir que tous les petits champions de la communication n'aient pas réalisé qu'il vient de le faire en 2 coups. Un premier coup en annonçant sa candidature, après avoir mis des mois à construire une audience sur les plates-bandes de Mme Le Pen, et il vient là de formuler une théorie politique qui, en d'autres temps, aurait fait hurler. Il dit les corps intermédiaires nous gênent,
il faut un rapport direct entre le peuple et le leader. Ça, c'est le césarisme traditionnel. C'est une violence absolument incroyable contre la vision que nous avons, nous, de l'organisation républicaine de la société. Non, je change de sujet. C'est vraiment un sujet. C'est vraiment... Mais alors, s'il vous plaît, je comprends. Donc vous demandez comme moi un référendum sur le traité européen. Bien sûr. Et ben voilà, j'ai gagné un adhérent de plus. Bien sûr, naturellement. Et ben je suis content, j'ai pas perdu mon temps. J'en demande sur bien d'autres sujets encore. Je cite François Hollande au Guardian, ça a dû vous intéresser beaucoup. Je le cite. Oui, enfin si, un petit peu quand même. La gauche a été au gouvernement pendant 15 ans, nous avons libéralisé l'économie, ouvert les marchés à la finance, aux privatisations. Il n'y a donc pas de crainte à avoir. C'est François Hollande, surnommé le menteur, évidemment, par Nicolas Sarkozy, qui a dit ça au Guardian. Pour une fois, donnez-vous raison au président sortant. Le propos de François Hollande, si c'est bien le sien, m'attriste énormément. Parce que présenté, quand on a été 11 ans le premier secrétaire du Parti socialiste, qu'on se présente comme l'héritier de François Mitterrand et Lionel Jospin, et résumer le bilan de la gauche à « nous avons donné les clés à l'adversaire », c'est un discours de gauchiste d'habitude. Ce sont les gauchistes qui lui reprochent ça. Eh bien moi je dis ce n'est pas vrai. Je voudrais rappeler à François Hollande que quand les privatisations ont été commencées par Jacques Chirac, Premier ministre, François Mitterrand a refusé de signer les ordonnances de privatisation. Je voudrais lui rappeler que si c'est vrai que du temps où il était premier secrétaire, il a permis en effet que le capital des entreprises nationalisées soit ouvert, pour autant, il n'est pas vrai que l'objectif de Lionel Jospin ait été la privatisation. Voyez-vous, c'est quand même incroyable que ce soit moi qui sois obligé de faire le travail de défense de notre passé. Qu'est-ce qu'il est allé faire là ? C'est pour ça que j'ai dit qu'il combattait la finance avec un pistolet à bouchon. Il fait une déclaration au Bourget. Mon adversaire n'a pas de visage, n'a pas d'adresse. Pardon, si, il a un visage et une adresse. Le nom des banques, on les connaît. Le nom des fonds de pension, on le connaît. Et puis après, il s'en va à la City dire « De toute façon, vous inquiétez pas, on va rien vous prendre. Au fond, nous sommes vos amis. » On ne combat pas le capitalisme financier transnational avec des caresses. On le combat en tapant et tapant dessus. Et il y a des moyens de le faire. Il y a des moyens légaux, il y a des moyens législatifs, il y a des moyens européens. Et je suis stupéfait de ce texte. C'est pourquoi, après avoir répondu sur son aspect le plus offensant, qui était « il n'y a pas de communisme, je suis le candidat des communistes, je ne peux pas supporter cette phrase », nous avons dit, Pierre Laurent et moi, Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, on a dit l'incident est clos, après qu'il ait exprimé des regrets. Parce que nous, on ne veut pas passer notre vie à quelque chose qui ne nous intéresse pas, qui serait la discussion théorique avec François Hollande, qui n'a aucune théorie que ce soit dans la tête, à part celle qu'il défend depuis 1983, qui est une vision bien spéciale du social-libéralisme, parce que c'est pas ça qui intéresse les Français. Ce qui nous latéralisera les uns et les autres, c'est les grands marqueurs de la gauche. Oui ou non, on augmente le SMIC. Et sinon, comment on peut être de gauche sans augmenter le SMIC? Je prends l'exemple. Jean-Luc Mélenchon, vous qui avez eu la bonté de me dire la fête de l'humanité, c'est moi qui ressoude les... vous avez vu ça? C'est moi qui ressoude le rectour à l'envers, tout ça. Vous ne croyez pas que vous devriez quand même avoir une petite explication de texte avant le deuxième tour avec Hollande, en tête à tête, là, comme ça, vous parlez? Certainement pas, ce serait une erreur tragique. Et pourquoi ce serait une erreur tragique? Parce que c'est lequel François Hollande il faut croire? Celui du Bourget? Mon ennemi, c'est la finance ou celui du Guardian? Le mouvement socialiste est en proie à un trouble profond de son identité. Je ne peux pas le régler. La psychanalyse collective n'existe pas, donc je ne peux pas le faire. Qui s'en débrouillent eux-mêmes et qui tranchent. Moi, j'ai tranché. Figurez-vous, Serge Moiti ferait peut-être s'en rappeler. J'en viens. J'ai quitté le Parti socialiste. Pourquoi l'ai-je quitté? Parce qu'il y avait tout ça. Déjà. Parce qu'il y avait cette ambiguïté. Bah oui, voilà. Moi, j'ai tranché. Je suis d'un côté. Vous dites, je ne pardonnerai jamais Hollande. Je ne veux pas. Pourquoi je ne veux pas? Depuis le congrès de Brest. Vous dites, un accord avec Hollande ou rien, c'est pareil, il ne tient jamais parole. Vous avez dit ça. Mais c'est pas le sujet. Là, on est dans la suite. Attendez, on n'est pas dans un congrès socialiste, on est dans une élection présidentielle qui engage le destin de la patrie républicaine et qui va, ce que vont dire les Français va peser dans toute l'Europe. Si nous ouvrons une brèche à gauche, toute l'Europe regardera du côté de cette brèche. Et si nous, le Front de gauche, nous ouvrons une belle brèche, et bien sûr qu'on va être un encouragement à la révolte et à l'insurrection. Vous allez changer un peu votre fusil d'épaule, maintenant vous allez laisser tomber Marine Le Pen et vous attaquez à Sarkozy qui a fait cette déclaration. C'est un peu la même chose pour moi. Parce que quand vous faites, je vais vous dire mon plan de campagne, il fallait qu'en décembre j'en ai fini de la délimitation avec les socialistes qui ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour tantôt m'englober, tantôt me diaboliser, ça ne savent pas quoi faire de moi. Bon.
Tout en disant il va voter pour nous au second tour. Voilà, de toute façon, tout le monde a grave. compris qu'il y avait le front de gauche et les socialistes et que c'est pas pareil. On a commencé en janvier, on peut dire la campagne vraiment présidentielle commence. Donc l'adversaire, voilà, il est clair. C'est la droite et l'extrême droite. Donc, moi, je m'occupe pas de François Hollande. Il dit bien ce qu'il veut et si les socialistes trouvent ça sympa, c'est leur affaire. Simplement, je suis obligé des fois je peux pas faire autrement parce que ça me rattrape. On vient me dire alors qu'est-ce que vous pensez de ci, vous pensez de ça. Qu'est-ce que je pensais du Guardian. Moi, j'avais pas envie d'en parler. Ouais. Il en parle. Bon, un autre exemple. Moi, je n'avais pas envie de chercher querelle à François Hollande sur la laïcité. C'est pas moi qui ai été le chercher sur ce terrain. C'est lui qui décide d'aller coller la laïcité dans la Constitution où elle est déjà. Comme l'article 2 lui fait peur parce qu'il est écrit dedans « L'État ne reconnaît ni ne finance aucun culte », toutes les décisions prises par tous les conseils régionaux, conseils généraux socialistes tomberaient tous en désuétude. Donc il prend l'article 1 qui ne dit pas grand-chose. Attends. Et il dit, on va mettre le concordat dans la Constitution. Non mais Moati, quand même, vous aussi, vous avez connu ce monde-là. Vous avez rien à dire, ça vous fait ni chaud ni froid. Je pose des questions. Mélenchon, je pose des questions. Voilà, je vous explique comment il se fait, pardon, je termine, qu'à des moments, je ne peux pas faire autrement que d'être obligé de polémiquer avec lui. Mais honnêtement, je m'en passerai. Alors, attendez, il faut que je termine, c'est ça le problème. Pardon, mais vous reviendrez tous les deux. Hein. Je compte absolument. Monsieur Mélenchon, vous m'appelez, regardez-moi quand je vous parle, s'il vous plaît, c'est sympa. Ça fait plaisir. Oui, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous bougez? Oui, c'est comme ça. Bon, on doit venir du même coin. Oui, un peu du sud de la Méditerranée. D'accord, je voulais vous dire. Là, il y a Marine Le Pen, elle vous regarde. Elle est à Lille, samedi, 19h30. Là, à Lille, Convention nationale du Front Nat. Vous avez quoi à lui dire là? Je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Je vais vous sortir de là. Vous me faites honte quand je vous vois au niveau auquel vous êtes. J'ai honte pour mon pays. L'idée que quelqu'un puisse dans le monde assimiler la France à ça, à cette espèce de retour au pire même que l'ancien régime, ça me fait honte. Pour ma patrie, hein, c'est même pas une affaire politique. Derrière elle, il y a des gens qui la soutiennent. Est-ce que vous crachez sur ces gens qui la soutiennent? Mais je crache pas, je combats. Mais la démocratie, c'est pas le consensus. Bon, alors vous le dites en regardant la caméra, vous me faites honte. Non, mais j'ai déjà fait, je vais pas... Oui, mais enfin, c'est important, ils sont tous là-bas à Lille. Eh bien, très bien. Je leur dis, on devait avoir un débat sur France 2, vous avez eu peur. Hein, donc je vous fais peur comme la lumière fait peur aux vampires. Merci, au revoir à tous. Je renvoie vos livres, hein, le vôtre, hein, les deux vôtres, La vie secrète de Marine Le Pen et la biographie de Marine Le Pen, et à vous, de l'urgence absolue d'être réactionnaire. Ça doit être bien, ça, parce que les gens qui assument leur position... Je peux lui offrir. D'accord. Et évidemment, et lui vous offre Mélenchon le plébiscite. Non mais ça, c'est pas... Attendez, oh là là. Non, c'est pas lui. C'est la bio d'accord. par deux personnes, L'élection c'est pas moi qui l'ai présidentielle, écrit. Hein. Merci beaucoup d'avoir participé.